Il faut des films d'horreur pour Halloween. Ça fait partie des traditions, c'est comme pendant la période de Noël, tu vas mettre un sapin. Le soir d'Halloween, c'est films d'horreur jusqu'à l'aube. On connaît tous les grands classiques, des films qui ont fait la réputation du genre, et si vous ne les avez pas encore vus, il faut impérativement les regarder. Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Comme je suis gentil, je vous fais une petite sélection rapide. Halloween, L'Exorciste, Les Griffes de la Nuit, The Thing, Massacre à la tronçonneuse, Alien, Shining, Suspiria, Scream, Saw, ou encore des films beaucoup plus récents comme It Follows, Hérédité, Terrifier 1, Terrifier 2, Conjuring, Insidious, Get Out, Ça, avec le clown. Il y a même l'ancien téléfilm Ça, sorti au début des années 90, qui est tellement terrifiant, surtout pour ceux qui ont peur des bonhommes géants qui portent un nez rouge. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, clown. J'en ai oublié d'autres, évidemment, mais si on devait tous les citer, on en aurait au moins pour une dizaine d'heures au minimum, et encore je suis gentil. Ah si, j'ai oublié Vendredi 13. Il y a même un Vendredi 13 où Jason, le tueur de la saga, se balade à New York. New York, bordel. Bref, tout un tas de films d'horreur sur lesquels vous pouvez foncer tête baissée si vous les avez jamais vus. Et avec les classiques, vous prenez aucun risque, on passe forcément une bonne soirée d'Halloween. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez un bonbon ? C'est ma 3e vidéo sur le sujet, où je vous conseille des films d'horreur pour Halloween. Autant vous dire que c'est de plus en plus difficile d'en retrouver d'autres qui soient suffisamment méconnus tout en étant accessibles quand même. Je vous ai déjà conseillé des films comme The Poughkeepsie Tapes, un faux documentaire nous permettant de visionner les cassettes VHS qu'un serial killer américain tournait lui-même au moment de ses kidnappings et au moment de ses passages à l'acte. Paranormal Activity Next of Kin, qui est un Paranormal Activity un peu différent des autres, se déroulant dans un village enneigé où les habitants semblent vénérer quelque chose en rapport avec le diable. Ou encore Slashers, qui pour le coup est une expérience plus légère et drôle, où vous suivez des candidats participant à une émission de télé-réalité, où ils sont poursuivis par de véritables tueurs. C'est pas une émission comme les autres, puisqu'ils peuvent véritablement mourir, et évidemment, nombreux sont ceux sur les réseaux sociaux qui parient sur leur vie. Il y a aussi la série Channel Zero qui reprend tout un tas de creepypasta, donc vous savez, ces légendes urbaines d'internet. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos de Feldup, vous allez tomber amoureux je pense. Chaque saison relate une histoire différente. Et dans la première, nous allons suivre une enquête vis-à-vis d'une émission étrange se nommant Candle Cove, que seuls les enfants peuvent voir, les poussant à commettre des actes d'une cruauté sans nom. Comment on sauve la ville, comment on sauve les enfants, et qui est le responsable de la diffusion de cette étrange émission. Alors je sais que dit comme ça a pas l'air dingue, ça a pas l'air d'être si extraordinaire que ça, et pourtant ça l'est, je vous l'assure. Et parce qu'on a déjà trop parlé, je pense que c'est le moment de démarrer notre top 10 des films d'horreur pour Halloween. Vous allez voir, ça va être cool. C'est parti. The Jane Doe Identity. Imaginez une nuit silencieuse, presque étouffante, où le seul bruit est celui des instruments métalliques dans une salle d'autopsie. Dans ce décor froid et clinique, deux légistes, père et fils, sont confrontés à un cadavre pas comme les autres, Jane Doe, sans identité, sans histoire apparente. Mais à mesure qu'ils commencent à examiner ce corps retrouvé dans des circonstances inexplicables, des découvertes troublantes et dérangeantes surgissent. Chaque coup de scalpel révèle les signes d'une vie de souffrance. Et pourtant, le corps de cette personne, Jane Doe, est intact, sans la moindre blessure apparente. Je ne m'attendais pas à ça. Sa langue a l'air d'avoir été... sectionnée. Et c'est ça qui fait tout le charisme du film, c'est que vous êtes plongé avec deux médecins légistes qui auscultent un corps rempli de mystères, sauf que vous, en tant que spectateur, vous savez que vous êtes devant un film d'horreur, donc va forcément y avoir quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est surnaturel? Est-ce qu'au contraire on va être dans quelque chose de très terre à terre, de très rationnel? Vous savez qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose,
Parce qu'il faut bien que l'horreur et une situation qui met en danger nos deux personnages se mettent en place. Mais comment c'est possible qu'ils soient en danger alors qu'ils sont tout seuls avec un simple cadavre? Vous avez compris, c'est de cette façon-là qu'on se demande sans cesse mais qu'est-ce qui va se passer au cours du film? Est-ce que d'ailleurs je suis pas en train de tomber dans la folie avec eux? Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais pour ceux qui suivent un peu les vidéos de Philippe Boxo sur internet, qui est un médecin légiste qui est en train de devenir, on va pas se mentir, qui est en train de devenir assez populaire, je pense que vous allez kiffer. Vraiment, c'est typiquement ce genre de film que vous pouvez apprécier. L'atmosphère du film est lourde, presque suffocante. Ce qui commence comme un simple mystère médico-légal bascule lentement dans l'horreur la plus viscérale. Le film joue sur le contraste entre l'apparence d'un corps inerte et l'horreur qui le renferme. L'ambiance est si tendue que l'atmosphère elle-même devient de plus en plus épaisse à mesure que la vérité se dévoile. Cette sensation étrange lorsque vous êtes dans une maison médicale ou chez le médecin, c'est froid, glacial, et cela remet en place notre humanité. Est-ce que nous sommes vraiment dans la mort? Il y en a un dans chaque frigo? On en a que 3 ce soir. Je peux en voir un? Non, tu peux pas en voir un. Ces médecins légistes ne sont finalement pas si seuls dans cette morgue. Et si, au fond, ce cadavre n'était pas un véritable cadavre? Pontypool. Alors celui-là, il est vraiment incroyable. Nous sommes au fin fond de l'Ontario. Un animateur radio, Grant Mazzy, s'apprête à passer une journée ordinaire derrière son micro dans la petite ville de Pontypool. Mais lorsque des rapports étranges commencent à arriver sur des comportements violents dans la ville, l'atmosphère change du tout au tout. Ce qui semblait n'être qu'une simple journée ennuyeuse à la radio locale devient le théâtre d'une horreur inédite. Une épidémie d'un genre particulier se propage, non pas à travers l'air ou l'eau, mais par les mots. Ça passe par la transmission elle-même ou... Non. Si le bug nous pénètre, ce n'est pas parce que nous avons entendu le son dans nos oreilles, non. Ça nous pénètre quand on entend le mot et quand on le comprend. Vous comprenez? Et là vous vous dites, c'est complètement con, mais laissez-moi vous expliquer. L'originalité de Pontypool réside dans son approche minimaliste, mais terrifiante de l'horreur. La majeure partie du film se déroule dans le studio de radio, et c'est uniquement à travers les appels et les rapports que les personnages et nous-mêmes réalisons l'ampleur du désastre qui se joue à l'extérieur. La terreur vient de ce que l'on ne voit pas, mais au contraire de ce que nous pouvons imaginer. Ken Lonnie. Tu fais de la radio. Interviewant De la radio, espèce de... un enfant qui appelait sa mère dans la bouche du fils aîné de Mary Gault, juste avant son dernier souffle, peut-être. Vas-y, Grant. Le concept de contagion par la langue elle-même transforme le film en un jeu d'esprit déroutant. Quelles sont les paroles? Quels sont les mots dangereux? Et surtout, comment les éviter dans un monde où la communication est essentielle? C'est ça qui est intéressant dans Pontypool. Le langage est à la fois notre moyen de survie le plus important, mais aussi notre plus grande menace. Est-ce qu'il faut en parler? Et de quoi on parle? Là, on en parle. Faut-il parler tout simplement? Eh bien, à mon avis, non, on ferait mieux d'éviter. Parler, c'est risqué. The Invitation. Imaginez, vous êtes tranquille chez vous, et comme tous les bons matins, vous allez voir votre courrier pour savoir ce qu'il contient, et vous tombez sur quoi aujourd'hui? Sur une lettre de votre ex. Votre ex vous invite à un dîner un peu particulier, puisqu'il va se dérouler dans sa toute nouvelle maison, puisque désormais il ou elle habite au sommet des collines de Los Angeles. Dans un hasard de circonstances, voilà, votre ex vous manque un tout petit peu, et puis surtout ce qui vous manque, c'est plutôt de... Peggy 18. Enfin, vous avez compris, vous acceptez parce que vous êtes faible, et évidemment, vous vous retrouvez dans un bourbier sans nom. Voilà, c'est tout le principe du film dont on parle maintenant, The Invitation. Laisse-moi te regarder. Tu m'as manqué. Toi aussi. Ce qui commence comme une simple réunion entre amis et ex se transforme lentement en une expérience de plus en plus troublante, alors que des non-dits émergent et que le comportement des hôtes devient de plus en plus étrange. Que c'est cinglé ce que tu racontes. Ethan, qu'est-ce qui te prend, putain?
Tant que tu prendras tout à la rigolade, t'apprendras jamais rien dans la vie. Plus la soirée avance, plus le mal ressort de la situation et des personnages. Les invités sont tous plus bizarroïdes les uns que les autres et semblent tous jouer à un jeu, créant une paranoïa collective qui ne cessera de croître jusqu'au dernier moment. Un simple dîner qui commence par la faute de votre ex. C'est dingue. J'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est un film qui a un concept qui est suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de le visionner, et même pas seulement pour la période d'Halloween, mais également pour la période de Noël. Bon allez, on passe à la suite. Lake Mungo. Nous avons affaire ici à un faux documentaire, nous plongeant dans la vie bouleversée de la famille Palmer après la mort subite de leur fille Alice. Et je suis désolé mais je vous présente que des films d'horreur qui sont vraiment pessimistes. Alors si vous faites une soirée d'Halloween un peu alcoolisée et que vous êtes sûr de finir éméché, ouais non, choisissez pas ce genre de film. Prenez plutôt un bon Scary Movie. Faut que j'arrête de boire. Ce qui commence comme un drame familial se mue peu à peu en une quête d'explication surnaturelle. La famille, dévastée par le deuil, commence à découvrir des éléments troublants autour des derniers jours de leur fille. Est-elle réellement partie ou essaie-t-elle de leur envoyer des messages depuis l'au-delà ? Ce qui rend Lake Mungo si terrifiant, c'est sa manière de manipuler la perception du spectateur. Chaque séquence est une énigme visuelle, où la réalité et l'illusion se mélangent, où les spectateurs scrutent chaque image à la recherche d'indices cachés. Pointed out to me by my wife that there was something in the background in Norval Dam. This image came up. Unsettling because it certainly looked like Alice. Vous l'aurez compris, le surnaturel possède une place importante dans ce film, notamment par le biais de ce qui compose le titre éponyme du film, le lac Mungo. Un lieu mystérieux et désertique, déchirant le voile entre le monde des vivants et celui des morts. Une porte ouverte sur des vérités effrayantes que la famille n'était peut-être pas prête à affronter. Le rythme lent et la tension insidieuse du film. Insidieuse, petite référence de vocabulaire à Insidious, pardon. Tout cela pour remettre en question nos propres croyances vis-à-vis de la mort, des fantômes et ce qui reste de nous après notre départ. Notre départ dans le sens où l'on clame, quand c'est fini pour nous. Enfin, vous avez compris. Encore une fois, si vous êtes dans une ambiance plutôt festive pour Halloween, privilégiez Scary Movie. Ok, j'abandonne. Session 9. Nous sommes dans l'hôpital psychiatrique abandonné de Denver, avec ses longs couloirs vides et ses murs écaillés, qui n'attendent que d'être explorés. Le film nous entraîne dans l'esprit d'une équipe de désinfection, envoyée sur un site pour un travail de routine. Mais rapidement, ce qui devait être une simple mission de nettoyage, devient une descente cauchemardesque dans les méandres de la folie humaine. Alors que les hommes s'enfoncent dans l'immensité des lieux, ils commencent à entendre des voix, des enregistrements, d'anciennes séances de thérapie, des souvenirs d'un passé torturé qui semblent faire écho à leurs propres démons. L'ambiance de Session 9, de Session 9, on va plutôt le faire en français, ouais, est marquée par un sentiment de terreur psychologique. Imagine que t'es sous terre, dans un cercueil, totalement enfermé, sans lumière apparente. Tu vois, t'es dans un état où t'es pas à l'aise, t'es pas dans un confort absolu, c'est vraiment un sentiment de claustrophobie. Et bah c'est à peu près ce genre de sentiment que tu vas ressentir si tu regardes ce film. L'horreur du film réside dans la désintégration mentale progressive des personnages, coincés dans un espace saturé par la faute de la souffrance des anciens patients. Mais dans les années 80, un nouveau genre de thérapie du nom de thérapie de la mémoire refoulée a vu le jour.
Et les psys soutenaient qu'à l'aide de ces nouvelles techniques, ils pouvaient libérer des souvenirs réprimés d'événements traumatiques tels que le viol ou l'inceste. C'est une horreur différente et bien plus psychologique. Les murs de cet hôpital, s'ils pouvaient parler, révéleraient des secrets terribles. Le film joue avec votre esprit, vous plongeant dans une spirale de paranoïa où chaque bruit, chaque ombre semble vouloir dévorer votre raison. Êtes-vous assez fort pour en sortir indemne ? L'enfant du diable. Un manoir ancien, vaste et imposant, chargé d'une histoire lourde de tragédie. Un homme, fraîchement installé dans cette demeure, espérant fuir son propre deuil et les démons de son passé. L'enfant du diable commence doucement, peut-être même un peu trop. À vrai dire, cet homme vient de perdre sa femme et son enfant lors d'un accident, et alors qu'il espère en faire le deuil, ce qu'on peut totalement comprendre, des phénomènes paranormaux vont se produire. John, je vous en supplie, quittez cette maison. Alors oui, je sais, c'est un peu rétro, mais je vous assure que c'est vraiment trop bien. Non mais vraiment, croyez-moi. La force de l'enfant du diable réside dans sa maîtrise de son suspense et de son atmosphère. Pour beaucoup, il est l'un des meilleurs films de maison hantée, et son ambiance est idéale pour Halloween. Le plancher craque, les portes se ferment seules, et les secrets de ce manoir ancien ne veulent pas rester enfouis. Notre protagoniste va alors être confronté à des phénomènes de plus en plus troublants, l'amenant à découvrir une tragédie cachée qui réclame justice. Est-ce que cela possède un lien avec la mort de sa femme et de sa fille? Ou est-ce que ça sera simplement un moyen pour lui d'en faire le deuil? Vous l'aurez compris, ce n'est pas un simple film de fantômes, c'est une histoire de culpabilité, de perte et de rédemption, où chaque détail prend une importance terrifiante. Mais ce qu'il maîtrise le mieux, c'est le silence. Car oui, dans le genre horrifique, rien ne fait plus peur que le silence constant. A Dark Song. Imaginez deux personnes enfermées dans une maison, au milieu de nulle part, déterminées à accomplir un rituel occulte ancien. C'est exactement ce qui se déroule dans le film, puisque nous allons suivre l'histoire d'une femme dévastée par la perte de son enfant, qui se tourne vers l'ésotérisme pour obtenir ce qu'elle veut le plus au monde, une dernière chance de parler à son fils. Pour cela, elle engage un occultiste endurci, et ensemble, ils entament un processus terriblement rigide et dangereux qui va les amener aux confins du monde spirituel et du monde réel. Le film se distingue par sa représentation réaliste et minutieuse des rituels occultes. Pas de raccourcis, pas d'effets spéciaux de tape à l'œil. Ici, tout est question de patience, de douleur et de sacrifice. La tension monte progressivement, nourrie par, évidemment, l'incertitude. Est-ce que tout cela est réel, ou bien sont-ils victimes de leur propre illusion? A Dark Song est une méditation sur la perte, le chagrin et les extrêmes auxquels certains sont prêts à aller pour obtenir des réponses que la vie ne peut pas offrir. On parle d'une mère qui a perdu son enfant, donc forcément, au niveau de l'approche, on est dans quelque chose d'un peu pessimiste, d'un peu mélancolique, et même un peu en apesanteur on va dire dans son rythme. Encore une fois, si vous faites une soirée plutôt festive, plutôt alcoolisée, c'est pas du tout le film à mettre. C'est plutôt dans une approche personnelle. Si t'es tout seul le soir d'Halloween, et y a aucune honte à avoir, au contraire, moi j'adore me faire des soirées d'Halloween où je suis tout seul, dans cette approche à regarder un film d'horreur tout seul dans ma maison, tu vois, il y a quelque chose qui est beaucoup plus effrayant, et bah typiquement, c'est le film parfait, parce que c'est le film à regarder tout seul. Il y a presque une forme d'introspection personnelle lorsque tu le contemples. Et c'est aussi un travail pour soi-même, c'est ça qui est cool. En fait, ce film nous fait travailler sur nous-mêmes. C'est dingue de se dire ça. À mesure que le rituel avance, le malaise grandit, et vous vous demandez jusqu'où ces personnages sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils cherchent. Bref, A Dark Song est un film hypnotisant qui traite l'horreur avec subtilité en explorant les thèmes du deuil, du pardon et de la rédemption
tout en vous maintenant sur le fil d'une tension palpable jusqu'à la dernière minute. I'm sorry. I stepped in, I'm sorry. I don't give a toss! Downstairs! House of the Devil. Fini la déprime, on rentre dans un film amusant, violent et gore, réalisé par Ti West, celui qui a fait X, Pearl et Maxine. Et autant vous le dire tout de suite, c'est quelque chose. Nous sommes plongés dans les années 80 en compagnie d'une petite babysitter qui doit surveiller un enfant dans une maison un peu isolée, ce genre de maison où t'as pas envie de t'y rendre, un peu trop étrange. Voilà, c'est la situation typique d'un mauvais film d'horreur, je sais. Mais Samantha, notre babysitter, préfère rester pour être payée, et parce que elle a besoin d'argent, comme tout le monde. Au fur et à mesure de la soirée, elle découvre qu'elle est au cœur d'un mystère en lien avec l'éclipse lunaire qui est en cours. Inutile de vous en dévoiler plus, mais vous vous en doutez, elle va passer une nuit atroce. Et tout comme elle, nous sommes en attente de réponse. La maison elle-même semble être vivante, chaque pièce regorgeant d'une menace invisible. Et puis surtout, les plans, ils sont longs, et les mouvements de caméra si lents, à tel point qu'on a l'impression que quelque chose va surgir à tout instant, et nous effrayer les fesses de peur. C'est ça qui est génial avec ce film. Il adore vous maintenir dans un état d'anticipation vraiment inconfortable, jusqu'à ce que ça explose véritablement, avec parfois une cruauté mais inoubliable. Il y a vraiment quelque chose de maléfique qui rôde quelque part. The Eyes of My Mother. Nous allons plonger dans la psyché dérangée d'une jeune femme nommée Francisca. Dès les premières minutes, nous assistons à une scène de violence brutale qui va marquer à jamais l'esprit de cet enfant. Onwards and upwards. Where's your mother? Élevée dans une ferme isolée, Francisca grandit en marge de la société, avec une compréhension tordue des relations humaines et de la mort. Vous l'aurez compris, elle est totalement déconnectée de la réalité, de par son vécu et de son éducation. On va parcourir ses troubles psychologiques et la manière dont elle est détachée de nous, les humains avec des émotions. Quand je dis humains avec des émotions, c'est que logiquement, vous avez envie de tuer personne. Contrairement à notre personnage, contrairement à Francisca. On est vraiment sur un film particulier, qui est presque une étude psychologique glaciale, s'attardant sur le développement d'une personnalité dangereusement déconnectée de la réalité. Francisca ne fait pas la distinction entre la vie et la mort, entre le désir et la douleur, ce qui donne lieu à des scènes aussi dérangeantes que profondément mélancoliques. Je crois que c'est l'une des transitions les plus brutales que j'ai vues de ma vie. Un peu comme la série Dahmer, on plongeait dans la psychologie d'une personne, se déshumanisant progressivement. The Eyes of My Mother fait la même chose, dans un style qui lui est propre. L'horreur vient ici de la banalité avec laquelle elle traite la violence, et la façon presque sereine dont elle accepte ce qui est inacceptable pour nous. Ce film est un cauchemar éveillé. Je rigole pas. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il dispose d'une réalisation et d'une photographie absolument magnifiques. Le film est beau, mais l'histoire est atroce. Voilà, c'est tout le paradoxe. Néanmoins, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, car c'est un film vraiment dérangeant. Vous savez, vous n'aurez pas peur à cause de jumpscares ou d'éléments du genre. Ici, vous serez plongé dans un inconfort certain, où le réalisateur cherchera à vous rendre mal à l'aise en permanence, et c'est tout. Alors, évitez de manger trop de confiserie en le regardant. Conseil de pro. All Hallows Eve.
car vous avez déjà tous vu Terrifier, mais vous n'avez pas tous vu le premier film où Art le clone apparaît, ainsi que sa suite All Hallows Eve 2, des films se déroulant le soir d'Halloween, explorant différentes facettes du monde de l'horreur. Le film commence par une simple trouvaille. Quelqu'un a mystérieusement déposé une ancienne cassette VHS dans l'un des sacs à bonbons d'un enfant, un enfant qui est gardé avec sa sœur par une babysitter, et comme ils sont un peu trop curieux de connaître ce que contient la cassette, ils décident de la lancer. Some pervert could have put it in your bag. Who knows what's on this? It's probably just a scary movie. If it's that bad, you can turn it off. We won't tell our parents. Ils découvrent alors plusieurs histoires différentes, reliées par une seule et même entité, Art le clone. Ce qui commence comme une simple compilation de récits horrifiques devient peu à peu une plongée dans une terreur beaucoup plus personnelle et intime, puisque la fiction devient réalité. Et il semble que le mystérieux clone tueur souhaite sortir de ces récits pour intervenir dans le monde réel. C'est à mon sens le film d'horreur parfait pour Halloween. Halloween devient bien plus qu'une fête, elle devient une nuit de terreur absolue, et même les enfants y sont en danger, et même les enfants vont en prendre dans la gueule. À côté, ça, avec sa scène d'introduction où Georgie se fait bouffer le bras, bah c'est du pipi de chat. Du pipi de chat. Pourquoi pas? Bon, il est temps de conclure. J'ai vraiment essayé de choisir des films différents plutôt que de simples récits d'horreur classiques. Chacun d'entre eux explore des facettes distinctes et insidieuses de la peur. La solitude, le deuil, la folie, la manipulation et l'inconnu qui se cache dans les ombres de notre psyché. Le genre horrifique que beaucoup caractérisent par les films d'horreur c'est simplement des petites brunes jolies qui se font courser par des tueurs en série, gna gna gna, colonie de vacances, etc. Mais ferme-la! Et bah le genre horrifique permet de fournir des histoires vraiment originales et parfois loufoques. C'est ça qui fait que je n'arrive pas à me lasser de ces films et de ce genre. Il y a toujours de nouvelles choses à raconter et des histoires qui sont sans cesse novatrices. Et j'espère que je vous l'aurai prouvé aujourd'hui, et j'espère que vous avez apprécié cette petite sélection de films d'horreur pour Halloween. J'espère aussi et surtout que vous avez passé un bon moment. Je veux pas vous mentir, plus le temps avance, plus on fait des vidéos sur ce sujet, parce que voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je fais des vidéos, donc forcément ce sujet top 10 des films d'horreur pour Halloween revient chaque année. C'est de plus en plus difficile de trouver des films d'horreur qui soient à la fois pas connus, mais en même temps connus quand même par une minorité. Et en fait, ma plus belle des récompenses, ça serait que si vous êtes par exemple quelqu'un qui a déjà tout vu, vous ayez au moins un film dans cette sélection que vous n'avez jamais osé lancer peut-être, ou alors qui vous était inconnu. Ça serait vraiment ma plus belle des récompenses. Il y a plein de petites pépites qui sont parfois oubliées, il y a plein de petites pépites aussi qui sont pas assez mises en avant à mon sens, et c'est ce qu'on est beaucoup à essayer de faire lorsqu'on parle d'horreur en permanence, mais pas seulement sur YouTube, ça peut être sur Twitch quand t'as des personnes qui parlent pendant un live horrifique, qui jouent à des jeux d'horreur, bah pendant 1 heure ou 2 ils vont parler de films d'horreur. Ça c'est des moments qui font participer à la culture, c'est des moments qui font profondément Halloween, et je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de ça pour vivre. Bref, il y a plein de moyens de parler de cette culture, et pour moi cette culture horrifique, ce genre précisément, le mérite complètement. C'est le moment émotion, c'est le moment où je vous souhaite un joyeux Halloween. Profitez vraiment, que vous soyez tout seul et il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, soyez fiers, soyez contents d'être tout seul devant un film d'horreur. Mais est-ce qu'il y a une meilleure façon de s'immerger, une meilleure façon de se faire peur, de s'imprégner véritablement de l'ambiance bizarre, un peu étrange, un peu effrayante de la nuit d'Halloween? Parce que c'est une seule nuit dans l'année. Il n'y a qu'un seul soir d'Halloween. Même si évidemment quand tu regardes des films d'horreur toute l'année, bah Halloween, même à Noël c'est Halloween quoi, enfin on va pas se mentir. Bref, profitez du moment et je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à faire attention, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire des soirées alcoolisées le 31 octobre, qui vont se déguiser etc. Faites pas de bêtises. Et si vous voyez un mec déguisé en clown le long de la route qui marche tout seul, il a pas besoin d'aide, vraiment laissez-le crever là, on sait jamais, soyez paranoïaque aussi quand même. Bref, c'était mes Romains, je vous fais de gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Bref, je m'arrête là parce que là, on est déjà parti trop loin. Des gros bisous les amis, merci beaucoup pour tous vos retours, enfin, que de l'amour, que de l'amour. Mouah, ciao, bene.